Bonsoir, soyez les bienvenus sur Watch TV comme tous les mercredis soirs, 20h, 20h30, c'est Broadcast Time, toute l'actu du broadcast, de la production audio, vidéo, des nouveaux médias et des web TV. On est ensemble, alors c'est la suite de l'émission de la semaine dernière. Fabrice n'est pas là, on l'excuse pour aujourd'hui, il était retenu par des obligations professionnelles comme on dit. En revanche, on a le plaisir de retrouver Stéphane Faudeux. Salut Stéphane. C'est Benjamin. Stéphane, de retour du NAB de Las Vegas. On va faire avec toi le grand débrief du NAB, parce que tu reviens tout juste du Nevada avec les infos et aussi les images. D'abord, première question, comment c'était ? C'était bien. On annonce alors une hausse, mais ils annoncent ça dès le deuxième jour, donc il n'y a pas les chiffres définitifs. Plus de 100 000. Hein. Plus de 100 000, donc avec une petite progression, je ne sais plus si c'est 1 ou 2% de plus que l'année d'avant, avec plus d'étrangers aussi. Donc gros salon. Il n'y a pas d'effet waouh, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, ce qu'on appelle l'effet waouh, c'est des annonces un peu comme il y a eu quelques années sur la 3D ou l'année d'avant ou sur la 4K. C'est assez raisonnable. On est sur quelque chose qui était plus besogneux, on va dire plus pragmatique, mais néanmoins gros travail en profondeur, beaucoup de choses autour de l'IP, de l'infrastructure IP, on en a déjà parlé. 4K qui commence à se banaliser, encore plus d'outils au niveau de la production, des caméras, des systèmes de post-production et de la diffusion. Voilà, très beau salon. Très beau salon. Donc des chiffres en hausse, puisque c'est quand même un cap très, très symbolique, mais très important aussi. Pour la première fois, le NAB passe la barre des 100 000 visiteurs. Surface d'exposition en hausse, nombre d'exposants en hausse. 164 pays représentés, on a vu 159, je crois que c'était les chiffres de l'an dernier. Voilà. Quasiment tous les pays du monde sont là. Quasiment tous les pays. Alors après, des fois, ça tient à une personne. Parce que, mais on voit quand même, tous les pays sont là. On voit pas ou quasi personne du Middle East, de tout ce qui est Moyen-Orient. C'est étonnant ça. Non, il n'y en a pas, très très peu. Aujourd'hui, ils sont pas forcément welcome aux États-Unis. C'est malheureux, mais c'est un filtrage à l'entrée. Oui, je pense. Donc ils ont leur propre salon qui s'appelle Media Capsat, qui a lieu. Je sais pas. Non, je crois que c'est Dubaï. Asiatique, j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup non plus d'asiatiques, à part chez les constructeurs, mais en tant que visiteur, c'est quand même majoritairement américain, et avec aussi une disparité dans les halls. Il y a 3 grandes zones d'exposition, le hall sud qui est sur 2 niveaux, le hall qu'on appelle le hall central et le hall nord. Le hall sud bas, donc qui est SL, lower, est le plus rempli. Là, c'est là où il y a Blackmagic, où il y a Grass Valley, où il y a Avid est à l'étage, là où il y a Red, Cantel, vous verrez quelques images tout à l'heure. Là, c'est crowd, quoi. Là, on peut pas avancer dans les allées. À l'étage, c'est assez bien rempli parce qu'Avid est à l'étage. Après, ça se disperse un peu plus sur le fond. Le central, il y a du monde. C'est là où il y a la production. On trouve beaucoup de fabricants de caméras. Alors là, ça, ce sont les images que tu nous as rapportées. Vite fait, un cut rough, comme on dit. Donc, là, c'était le premier jour. Donc, conférence de presse en même temps, Blackmagic, où là, comme d'habitude, on reviendra dessus tout à l'heure, mais Blackmagic a fait florilège d'annonces. Et je finis sur les halls. Et le hall nord, ce sont vraiment c'est le hall le plus traditionnel avec les marques les plus anciennes au niveau du broadcast. Et là, c'est un peu plus désert. Mais c'est dommage parce que comme c'est le hall où il y a le moins de monde, c'est là aussi où il faut découvrir des stands. Par exemple, il y avait un village de start-up qui était assez intéressant avec des Français qui étaient présents. On en parlera une prochaine fois. C'est un endroit où il y a ce qui s'appelle le Future Lab Park, où il y a toujours des innovations sur le 8K, où la NHK vient présenter, où l'année dernière Orange Labs aussi avait fait des démos très intéressantes sur le HDR, sur le 4K. Donc il faut aller voir, mais c'est vrai que c'est un drone, on va en reparler aussi. Quand tu viens du sud et que tu vas au nord, et ça c'est assez difficile quand t'es journaliste de bien préparer tes rendez-vous, parce que nord-sud, facile, en marchant d'un bon pas, tu mets 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Donc il faut bien prévoir son. Voilà, si tu fais nord-sud, t'es fini pour ta journée.
Alors, on va prendre les principales marques dans l'ordre, hein, enfin dans le désordre d'ailleurs, mais on les prend les unes après les autres. D'abord, tu voulais revenir sur Avid, sur les annonces d'Avid. Oui, alors Avid, c'est assez intéressant parce que Avid organise en fait une grande messe, un événement dans l'événement qui s'appelle Avid Connect. C'était sa deuxième édition sur le NAB. La première édition, c'était un peu là aussi la manière pour son nouveau président Luis Hernandez Jr. de marquer aussi un peu son arrivée au sein de la compagnie. C'était un bel événement. Cette année, c'était encore plus un show. Peut-être qu'on montrera les images une prochaine fois aussi. J'ai fait quelques images sur place, un show à l'américaine, quoi, avec pas tant des démos, mais est-ce qu'Avid, enfin, je pose une question peut-être un peu énorme, est-ce qu'Avid existe encore aujourd'hui avec son système? Est-ce qu'il est toujours aussi fermé qu'autrefois, ou est-ce que ça a complètement changé? Non, le système est beaucoup plus ouvert, et si on peut faire une comparaison à vos scavos, je dirais que Avid a souvent hésité il y a de nombreuses années à aller vers le grand public avec des produits très très consumer il y a 10-15 ans, puis revenir sur le broadcast. Aujourd'hui, ils essaient d'attaquer les deux de front, et en fait un peu à l'inverse d'Adobe, c'est-à-dire que c'était une marque très professionnelle qui essaie d'aller vers le grand public, et Adobe qui est un peu plus grand public essaie d'aller vers le pro pour certains sujets, notamment sur le montage. Là, Avid a fait quand même on s'y attendait un petit peu, mais a lancé une solution, un média composer entre guillemets LE, donc light, gratuit. Ils avaient fait la même chose avec le son, avec un Pro Tools il y a quelques mois. Là, ils le font pour le montage. Donc, ils essaient vraiment de prendre des parts de marché sur la communauté qu'on appelle créative. Mais en même temps, ils ont fait une annonce qui a surpris tout le monde. C'était pas du tout prévu. Ils ont racheté Orad, qui est un fabricant, un éditeur israélien qui a des solutions de graphique 3D, d'animation 3D temps réel. Ils savent gérer des images très très lourdes en termes de résolution. Si vous regardez M6, le plateau, l'image du fond, c'est géré par Orad. Si vous regardez la Française des Jeux, le tirage du loto, c'est une technologie Orad, de studio virtuel, de réalité augmentée. Et Avid donc va acquérir, ça va être finalisé dans quelques jours, Orad pour plus de 60 millions de dollars. Donc ils font pas juste joujou pour le grand public. Et ce qui est assez intéressant, c'est il y a une autre société, on en parle, c'est pas trop le lieu pour en parler, mais qui s'appelle Imagine Communication, qui s'appelait autrefois Harris, et ces deux patrons, celui d'Avid et celui d'Imagine Communication, qui sont des gens assez charismatiques, qui se mettent en avant, je dirais, ils mouillent la chemise, on aime ou on n'aime pas, mais ils ont des personnalités et ils donnent une direction. Et c'est vrai que ça manquait un peu, parce que ces dernières années on avait, je pense, quelque chose qui était beaucoup plus un peu soft, un peu effacé, on mettait les produits en avant, on mettait pas les personnalités. Eux, ils assument leur personnalité. Et pour revenir sur Avid, il y a eu un show, ils ont fait venir un jeune prodige de la guitare que je connaissais pas, mais qui a fait un gamin qui a fait un show durant la Avid Connect. Très très belle mise en scène, graphique, bien huilée. Et c'est vrai, et la salle était bondée, c'était des milliers de personnes qui étaient là. Et donc aujourd'hui, c'est quoi leur cible? Est-ce qu'ils ciblent tous azimuts? Est-ce qu'ils visent plutôt l'industrie du cinéma, du broadcast? Ils sont sur tous les marchés en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que justement ils essayent d'aller un petit peu sur tous les marchés. Ils sont partis sur des offres cloud avec des abonnements. Ils ont encore des offres avec ce qu'on appelle l'abonnement perpétuel. Donc vous achetez votre licence, vous ne payez pas tous les mois un abonnement. C'est un peu le modèle à l'ancienne, ça. Il y a les deux formules. Ils ont le modèle à l'ancienne, on achète la licence, mais on peut aussi louer tous les mois. Et ce qui est assez intelligent, c'est ils ont créé ce qu'ils appellent une place de marché, quoi, un market, comme un store, où l'idée étant que si tu es par exemple il donne beaucoup l'exemple autour de la musique, Pro Tools, etc. T'es musicien, t'es créateur, t'as fait de musique, et tu peux vendre ta musique directement sur le market Avid. Et donc voilà, c'est un endroit de vente aussi pour ce qui s'appelle les créatifs, quoi. Donc les producteurs indépendants, les réalisateurs indépendants.
Et ce qu'ils font là en ce moment, ce qui a été le succès d'Avid il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'ils ont mis dans leur poche les monteurs. Ouais. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait 10 ou 15... qui ont été formés sur Avid, qui ont ce bagage-là. Mais il y a 10 ou 15 ans, il y a plus, il y a 20 ou 25 ans, il y avait une quinzaine de systèmes de montage. On oublie aujourd'hui. On voit pas le temps passer. Enfin, moi, je vois un petit peu. Mais, c'est le décalage horaire, c'est juste ça. Ça doit être ça. Il y avait 10 ou 15... à l'époque, j'avais fait un livre sur le montage virtuel, je me souviens très bien. Il y avait au minimum entre 10 et 12 systèmes de montage qui existaient. Aujourd'hui, il y en a 3-4, quoi, gros max. Et ce qu'était la force d'Avid à l'époque, c'est qu'ils ont donné des licences, ils ont formé gratuitement les monteurs, et si t'es formé, bah voilà, t'as plus envie. Et là, ils refont la même chose. Ouais. Ils ont des offres pour l'éducation, ils donnent des produits, ils font des offres très agressives. Voilà, c'est ça, ouais. Pour justement contrebalancer. Bon, Final Cut d'un côté, c'est déjà un peu réglé, mais surtout Adobe qui met beaucoup la pression. Quoi. Ouais. Donc, le match est assez équilibré. Hein. Il y a quand même, et ils montrent les chiffres. Pareil, ça c'est à vérifier, mais ils sont à nouveau sur une courbe ascendante. Ils ont été réintroduits en bourse, augmentation du nombre de licences vendues. Voilà, je dirais qu'ils sont revenus dans la course. Quoi. Voilà, il faut continuer à compter avec Avid, et ils sont toujours là. Et voilà, le monde de la post-prod et du montage ne se résume pas aujourd'hui qu'à Adobe et Apple. Deuxième constructeur sur lequel tu voulais revenir de retour du NAB, Stéphane, c'est Elemental. Alors une marque qui est pas forcément connue du grand public. Non, qui n'est pas connue du tout du grand public, même je dirais qu'assez encore discrète au niveau des professionnels. Ce qui les a fait connaître, ils sont spécialistes dans l'encodage, et notamment ils font beaucoup de choses autour du futur codec, enfin c'est plus le futur puisqu'on commence déjà à produire des images avec le HEVC, on en a déjà parlé dans l'émission, ce qui va remplacer le H265. Voilà, c'est ça, qui va remplacer le H264, voilà. C'est facile. Donc le MPEG 4, le HEVC à débit constant, vous pouvez mettre de l'Ultra HD là où vous mettiez de la HD. En gros, vous divisez le débit par deux, quoi. Donc c'est intéressant, mais on divise le débit par deux en multipliant l'image par 4. Non, on divise le débit par deux, donc à débit constant, à débit égal. Par exemple, sur du 10 mégabits, là on faisait de la HD, on pourra faire de l'Ultra HD. D'accord. Mais si tu veux jouer que sur le débit, tu peux le réduire par deux. Par exemple, de la HD en H264, même qualité d'image, voire même meilleure, en H265, et tu divises le débit par deux. Donc tu optimises vraiment la bande passante, ce que souhaitent bien sûr tous les constructeurs, tous les éditeurs et surtout tous les diffuseurs. Ouais. Et une chose qui était assez... Et donc là, il y a eu du concret, ou on reste encore dans une approche technologique? Non, ils produisent déjà ils savent que leur encodeur, que leur technologie, c'est des heures et des heures déjà de programmes 4K qui sont encodés tous les mois. Ouais. Et ils vont sur d'autres marchés maintenant. Ils font pas que de l'encodage. Et il y avait lors de la conférence de presse, c'était assez intéressant. Il y avait la patronne de la technologie chez MSNBC, qui est la chaîne entre l'association Microsoft et NBC, qui était lancée déjà quand même un petit moment, et qui montrait une nouvelle chaîne qui s'appelle Shift. Ouais. Et Shift utilise la technologie Elemental, pas que pour l'encodage, mais aussi pour ce qu'on appelle le multiviewer, donc l'interface graphique. Et Shift, en fait, c'est une chaîne, je dirais, un peu d'un nouveau genre, puisque sur la même interface, vous avez du live. Donc vraiment pour les éditeurs de contenu traditionnels, vous avez la VOD et vous avez de la catch-up TV. Tout ça sur la même interface. Et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intelligent. Et voilà, ils veulent pas s'arrêter là. Ils ont 600 clients déjà Elemental dans le monde. Donc ils sont déjà en train d'emmagasiner du contenu Ultra HD, quoi. Exactement. 4K. Et Elemental, ils étaient 50 il y a 5 ans, ils sont 250 là. Ils ont pas le droit de dire tous leurs clients, il y a des clauses de confidentialité, mais bon. TF1, c'est eux, la BBC, c'est eux. On a vu passer quelques CNN, c'est eux. Donc c'est une boîte à suivre en tout cas. Exactement, d'ingénieurs et ils sont plutôt doués. Même si en France, on a des belles sociétés qui sont présentes aussi sur l'encodage, comme Atem, comme Envivio. Mais voilà.
Bon, on continue notre grand debrief de ce NAB 2015 avec toi, Stéphane, et avec MediaQuest. D'ailleurs, à propos de MediaQuest, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le nouveau numéro de MediaQuest, qu'on a trouvé d'ailleurs à Vegas, qui était dispo au NAB. Tout à fait. Qui était aussi au MIP en même temps. C'est marqué là, spécial NAB. Voilà, il était dans les présentoirs à Vegas. Alors, autre acteur de ce grand salon de Vegas, Waller. Autre marque, à nouveau qui ne dira rien au grand public. Non, mais j'ai voulu en parler parce qu'en fait, Waller et une autre société présentaient c'est pas un concept, ce sont des produits. Alors c'est pas mal destiné au marché américain, mais je suis sûr que ça peut se développer en France et en Europe. Ils font ce qu'on appelle du retiming, c'est-à-dire que ça permet de quoi ? Ça permet de manière totalement invisible. Vous avez un film qui fait 1 heure, vous pouvez en faire un film de 50 minutes. Voilà. C'est-à-dire en fait, ils raccourcissent ou ils rallongent le film. Pas en accélérant. Non, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, surtout parce que c'est vrai qu'on pouvait jouer sur le pitch et ça s'entend. Non, là c'est totalement... C'est ce que fait Telestream par exemple sur des... Là c'est totalement invisible, ça recalcule les pixels. Et pourquoi ils vendent ça et ça s'arrache aux États-Unis ? Parce qu'en fait, on peut mettre plus de pubs. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des coupures toutes les X minutes. Et là, on peut arriver à mettre. Globalement, il faut compter que tu peux gagner ou tu peux rallonger de 10% un contenu. C'est comme un nouveau montage avec des points de coupe qui changent entre les plans. Il n'y a pas de point de coupe, il n'y a aucun point de coupe. C'est juste la durée. Ils arrivent à recalculer, ils suppriment des pixels ou ils en rajoutent. Et tu rallonges ton film. Et c'est assez drôle parce que je me dis, mais en fait, c'est quoi la durée minimum ? Et l'ingénieur me dit, une fois, on a fait une bêtise. En fait, il dit, par exemple, on a fait Grise, on a fait un film de 40 secondes. Il s'était trompé dans le réglage. Et donc, d'1 heure et demie, c'est passé à 40 secondes. Et il dit, on comprenait quand même le film. Mais bon, mais sinon, c'est à peu près 10%. Ouais. Et surtout, ça va. Il y en a qui font ça, mais à la main. Qui font des. Oui, mais là, non, et surtout, c'est plus rapide que le temps réel. C'est-à-dire qu'un film d'1 heure et demie, en gros, il est calculé en 1 heure. Et ensuite, votre film, vous pouvez lui rallonger plus ou moins 10%. Donc, sur 1 heure, vous gagnez ou vous rallongez de 6 minutes. Et c'est assez intéressant. Bon, j'ose pas te dire, Stéphane, à quel point la demi-heure passe vite, mais elle passe très vite. On n'a pas de retiming. Non, on n'a pas de retiming. Et quand je vois ce qu'il nous reste à aborder, on a encore les gros. Allez, on dit un mot de Sony quand même, important. Alors, Sony, il n'y a pas eu d'annonce fracassante parce qu'ils avaient montré quand même beaucoup de leurs produits avant. Ce qui est intéressant, c'est c'est ça, c'est la grosse annonce au niveau des caméras, c'est leur caméra qui est 2 tiers de pouce, donc ce qu'on appelle une caméra entre guillemets de plateau, qui va servir beaucoup pour le sport. Alors c'est vrai qu'au début, qui est 4K, Sony disait oui, mais moi avec mes caméras cinéma qui sont grands capteurs, je peux les accessoiriser pour faire du live. C'est ce qu'essaie aussi de faire Red. Mais ça plaît pas du tout à ceux qui font du live parce que grand capteur, on le sait, problème de profondeur de champ et de mise au point. Ouais. C'est très beau pour faire une image, du documentaire, mais sur du live, ça marche pas. On a le temps. Voilà. Donc là, ils ont sorti une caméra avec 3 capteurs de tir de pouce qui va pouvoir s'interfacer dans les cas régie. Je pense que avant la fin de l'année, il y aura un prestataire français qui aura un car 4K. Ah, t'as des infos là-dessus ? Moi, je peux pas trop encore en parler, mais disons qu'ils étaient bien présents sur le stand. Ils signaient les chèques. Je sais pas si, voilà. En tout cas, ils assistaient, ils sont restés très longtemps sur la caméra. On retrouve ça aussi chez Grass Valley. Panasonic aussi a montré un prototype de caméra 2 tiers de pouce. Donc voilà, le 4K suit son évolution, et on sait très bien que de toute façon, les chaînes de télé, elles feront 2 choses, du cinéma et du live, et du sport en 4K. Donc voilà, les outils sont en train d'arriver, et je pense que l'année prochaine, il y aura pas mal il peut y avoir des chaînes de lancer. Aux États-Unis, première chaîne, ça y est, à être disponible, c'est DirecTV qui vient de lancer effectivement son canal 4K. Allez, 1 minute pour chaque, ça va être on va faire du time shift, du retiming avec toi.
avec toi, Stéphane. Aja et Red, allez, une minute chacun. Bon, Aja pas de grosse annonce non plus, si c'était une mise à jour sur leur caméra du firmware, sur la caméra qui s'appelle la Sion. La Sion qu'on avait découvert il y a un an. Hein. Voilà, exactement. Les caméras sont livrées, sont disponibles, une mise à jour assez importante. Et puis des nouveautés au niveau des interfaces, arrivait beaucoup de la fibre sur leurs produits. Red lance une nouvelle caméra qui s'appelle la Weapon. Toujours assez décalé. Red, on a vu quelques images du stand où ils avaient recréé un film un peu d'horreur avec une salle où un chirurgien fou disséquait des patients. Et puis programme on en parlera aussi un peu plus tard parce qu'il y a un petit français, d'ailleurs il y a un article dans MediaQuest qui s'appelle Michael Lepchansky, que j'ai la chance de connaître depuis une vingtaine d'années, et qui a développé un produit qui s'appelle Full Control et qui permet de prendre le contrôle de la RAID via un iPhone ou un iPad avec un système à la fois logiciel et à la fois électronique. Ouais. Je pense qu'on pourra d'ailleurs l'inviter parce qu'il est assez talentueux. Ah oui. Il est assez talentueux et voilà, c'est un passionné. Donc voilà, on en reparlera. Je pense que Blackmagic qui était dans la suite dont on a vu quelques images. Blackmagic, comme d'habitude, ils ont fait beaucoup d'annonces. Ouais, alors justement, on va peut-être s'arrêter 2 secondes quand même sur Blackmagic parce que 17 nouveaux produits majeurs, 38 nouvelles références. Maintenant, on sait qu'au NAB, Blackmagic, ça va être l'avalanche. On fait un focus sans doute sur les caméras. On fait un focus sur les caméras. Dans MediaQuest, dans celui-ci, on avait testé l'Ursa. On avait parlé de la caméra. Et c'est vrai que Blackmagic a entendu le marché. Cette caméra avait une caméra un peu de rupture. Caméra 4K, très bon marché, autour de 5 000 €. Mais avec des choses qui étaient incompréhensibles sur une caméra. Pas de viseur, très dur à l'extérieur, très lourde. C'est ce qu'on a mis dans le banc d'essai qu'on a pu faire. Ils ont revu leur copie, donc à la fois ils ont fait une évolution sur l'Ursa avec un nouveau capteur et ils ont sorti une Ursa Mini. Alors en fait, l'Ursa et l'Ursa Mini ont au choix, il y a 2 capteurs possibles. Il y a un viseur par contre qui est optionnel, le viseur oculaire, ou sinon il y a toujours l'écran qui se déploie sur l'Ursa Mini. Il n'y a plus qu'un seul écran, alors qu'il y en avait 3 sur l'Ursa, sur la grande sœur, beaucoup plus léger. Voilà, intéressant à suivre maintenant. Maintenant, il faut qu'il livre. C'est toujours la difficulté chez Blackmagic. Les 2 capteurs, explique-nous la subtilité. Il y a un capteur 4,6K. 4,6K, voilà. C'est quoi l'intérêt ? On gagne encore en finesse, c'est ça ? Ouais, de toute façon, tu gagnes toujours. Plus tu as un capteur résolu sur les images. C'est pas toujours pour la photo, c'est un peu différent, mais pour la vidéo, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, qui t'ensuite à reprendre que ce qui t'intéresse dans l'image. Bon, il faudra le vérifier, il faudra le tester, tout ça. Et puis elle sort quand cette Ursa Mini ? C'est juillet ? Ouais, c'est ce qu'ils annoncent. Mais avec tant qu'elles sont pas là. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. On voit les 2 côte à côte. On voit les 2 côte à côte. Donc c'est une caméra qui est plus simple, mais qui est quand même assez intéressante. On est autour de $5,000. Moins sur la petite. Ah oui, beaucoup moins. Selon la monture, parce qu'en plus il y a le choix du capteur, mais aussi les choix des montures EF ou PL. Donc on commence à moins de $3,000 sur la. J'avais pas percuté que sur la première. La première était aussi entre guillemets aussi abordable. Et puis l'autre grosse annonce, c'était la petite caméra qui est... Alors, on connaissait la Pocket, qui était la petite caméra. Là, c'est encore un autre modèle compact. Alors, c'est pas le drone qui est vendu, c'est juste la caméra. La micro cinéma, qui existe aussi en 2 versions. Une qui s'appelle Cinema, une qui est plus vidéo, qui vient vraiment chatouiller les GoPro, toutes les action cam. Sur cette image-là, c'est c'est clair. Avec une nouvelle sortie, ils ont mis une nouvelle interface sur la caméra pour être piloté à distance. C'est Blackmagic. Blackmagic, oui, tout à fait. Typiquement, la caméra accrochée au flanc d'une voiture. Et c'est vrai que GoPro était très, et puis le prix,
moins de $1000. Hein. C'est une caméra 4K avec optique. Enfin, c'est pas la GoPro, quoi. Et GoPro qui était, je trouvais, très très atone sur le salon. Pas d'annonce, si ce n'est un système et en partenariat avec un fabricant pour avoir une transmission qui est très très compacte, qui peut se mettre. Absolument. On en a parlé avec Fabrice la semaine dernière. Ça, il y en avait partout. La transmission, il y en avait partout. Hein. Mais c'est ça. Le HF pour les caméras. Exactement. C'était intéressant, mais sinon, je pense que GoPro absent. Moi, j'ai trouvé GoPro absent. Absent et un peu très sûr de soi, quoi. Ouais, ils ont voulu changer de. Alors, soit ils ont voulu, soit ils n'ont pas pu choisir, mais ils étaient plus sur leur emplacement central, dans le central. Ils se sont retrouvés un peu à l'arrière dans le nouveau pavillon qui s'appelait le drone pavillon, où il y avait des fabricants de drones. En même temps, du coup, on les voyait pas à côté ils étaient derrière Panasonic, donc ils n'étaient pas là où il y avait JVC, Canon. Stratégiquement, c'était pas forcément le meilleur choix. Bon, à voir. Et puis sur des produits qui sont un peu moins chers, mais n'ont quand même pas les caractéristiques de cette micro-caméra. Allez, NewTek, un mot sur NewTek. Alors NewTek, TriCaster, toujours, mon amour. TriCaster avec un nouveau pack avec plein de nouvelles choses qui est assez bluffant. Pareil, pour remonter un peu le niveau, hein. Il y a toujours le TriCaster Mini, mais sur la version on est en HDMI 4 entrées, des super trucs, de la réalité augmentée. Enfin voilà, ils ont remis une couche vraiment très très pro. Et puis ils ont sorti une version comme ils avaient que je dis pas de bêtises sur les références. Ils ont leur petit serveur qui est le 3D Play. Oui, 3D Play. Ils ont sorti un mini, en fait, comme le TriCaster Mini, donc en version compacte, et qui fait un serveur low cost, hyper facile, en HDMI. Voilà, c'est un peu la même philosophie que le TriCaster Mini, mais version serveur. Bon, je voudrais qu'on termine. On dise un mot quand même des drones. Je crois qu'il y avait tout un pavillon cette année consacré aux drones. Moi, il y a un modèle qui m'a assez bluffé, c'est le Solo. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir, ce drone ? C'est 3DR, la fabricante. Absolument. Oui, alors eux, c'est assez étonnant parce qu'ils ont fait bande à part. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans le pavillon des drones, ils étaient en face le stand Panasonic. C'était un peu l'émeute, hein, sur leur stand. Un truc très design. Avec tout de suite un stand géant, des démos et une fonction, cette fonction cable cam, alors cable cam, c'est par exemple les câbles qui sont tendus dans les stades, qui permettent à une caméra de passer au-dessus de la foule ou du terrain. Là, on peut entre guillemets programmer le drone d'un point A. C'est la grosse tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les drones, de plus en plus, il y a des systèmes d'automatisation. Alors là, c'est la ligne droite, mais on peut imaginer ensuite avec des parcours un peu plus complexe. Il y a quand même beaucoup de similitudes avec le bebop, carrément, absolument. Parce que le système de télécommande est porté avec. D'ailleurs, je sais pas, moi je trouve que ça fait un peu copie industrielle. Largement inspiré, oui. Je sais pas si Parrot va faire quelque chose, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Ouais. Les images étaient sympas. Avec une approche quand même plus dédiée tournage vraiment télé broadcast, quoi, quand même sur le Solo. Ouais, mais aussi ludique. Tu pouvais acheter ton truc sur place. Ça vaut combien ? J'ai pas vu le prix. Est-ce que tu t'en souviens ? Non, je sais pas. On vous trouvera ça pour la semaine prochaine. Voilà, donc évidemment grosse présence des drones au NAB. Qu'est-ce que ça augure, Stéphane, tout ça pour la suite de l'année, pour l'IBC ? Il va y avoir, je pense. Alors il y a des choses qui devraient sortir durant l'été. Sur les annonces sur certains produits, il y a des dispos qui seront effectivement sur fin d'année, donc qui tomberont plutôt autour du BC ou du Satis pour le marché français. Beaucoup de ces produits seront effectivement disponibles à partir de il faut compter automne pour nous, pour l'Europe.
ce qui est autour de l'IP, on n'en a pas parlé, mais je crois qu'il faudra qu'on fasse un sujet. On en parlera. Vraiment. Tu sais que c'est un sujet qui tient à cœur à Fabrice. Ouais, donc on en parlera. Voilà, avec beaucoup lui, de constructeurs annoncé du fin 2015 pour les produits, pour les cartes. Donc, je pense que oui, l'année va être assez riche. Et il y avait quand même je dirais, le retour d'un certain optimisme sur place, une dynamique, et même pour le marché européen. Quoi. Même pour le marché européen, on sentait que ça poussait un petit peu plus que ce que ça avait pu être les années précédentes. Bon, écoute, tant mieux. Merci beaucoup Stéphane pour ce grand débrief du NAB 2015. Bon courage avec le jet lag. Hein. Je sais que c'est compliqué pendant quelques jours. On se retrouve la semaine prochaine sur Watch TV pour un nouveau numéro de Broadcast Time. Très bonne soirée, bonne journée. Et la suite des programmes, c'est tout de suite sur Watch. Ciao.